Bonjour et bienvenue à Électron Libre, une émission où on vous parle de sujets impromptus, étranges, bizarres, drôles, utiles, bref, on jase. Et avec moi, comme à chaque semaine, M. Francis Côté qui cette semaine nous parlera toujours de son nouveau parti politique, mais on va être dans la deuxième partie. Hein? Oui. Si vous voulez bien comprendre, allez voir l'émission de la semaine dernière si vous ne l'avez pas écouté. Et Mélanie Saint-Germain qui va nous parler de relations toxiques, parce qu'elle adore les relations toxiques. Et moi, de mon côté, je vais vous parler du gingembre, cette épice savoureuse, unique. Très important d'en parler. Et on va terminer ça, comme à chaque semaine, avec un top 10. Cette semaine, top 10 de personnages historiques qui ont relativement le même âge, puis que des fois, on n'associe pas dans la même réalité. Intéressant, intéressant. Mais avant ça, on va commencer avec un coup de gueule, le coup de cœur. Et on va commencer avec Francis. Coup de cœur, donc coup de cœur aux bénévoles. Ça a été extrêmement difficile pour les organismes communautaires dans les derniers mois. Il a fallu avoir beaucoup recours à toutes sortes de services pour pallier en premier, les CHSLD, etc. Mais ne jamais oublier les entreprises communautaires qui fonctionnent. La télé communautaire en est une, et l'ensemble des organismes qui sont un filet social pour les familles. Donc, je le sais que c'est un petit peu anxiogène, le contexte pandémique, mais n'arrêtez pas le bénévolat. Bravo, merci. Moi, je vais donner un coup de cœur à la couleur jaune parce que, je sais pas, ça amène de la joie, du soleil, du bonheur. Le jaune nous rend heureux. Mettez plus de jaune, portez plus de jaune. J'aimerais ça qu'il y ait plus d'auto jaune d'ailleurs. Mélanie? Moi, je donne un coup de masse à tous les aseptiseurs qui sentent la marde. Pour vrai, on va se le dire, vous n'avez sûrement pogné. On s'est rendu qu'on est content. Quand on rentre, on fait « Oh oui, ça sent bon! » Et je donne mon coup de cœur à un cadeau que j'ai eu, une partie d'un cadeau que j'ai eu par la télé communautaire, Captive, Yvan Normandin, l'aseptiseur pour les mains, du bonbon, il sent les épices. Ah! Puis moi, j'aime les épices. Donc, pas que ça ne m'intéresse pas les relations toxiques, mais comme la semaine dernière, on a commencé avec Francis, on aimerait ça voir la suite de ses idées. Oui. Francis, on va te laisser la parole. Bon, je vous explique. Bienvenue à notre nouveau parti politique que nous avons fondé, le Parti politique Électron Libre. À ma droite, nous avons la ministre de la Culture. Donc, ministre de la Culture, en quoi souhaitez-vous amener un changement? Un changement, en fait, dans ces temps de pandémie, et là, c'est stressant, mon Dieu. Dans ces temps de pandémie, en fait, je voudrais qu'on puisse donner l'accès à de l'art vivant qui est en train de, ma foi, disparaître, et c'est terrible. Donner accès à de l'art vivant aux étudiants, aux personnes âgées, à tout le monde, en région. Je voudrais qu'on sensibilise les gens à l'art, qu'on leur montre différentes cultures, que c'est pas juste le cinéma hollywoodien, que c'est pas juste les tableaux, les reproductions, les séries qu'on achète chez Dollarama. Hein? Il y a de l'art pour vrai qui existe. Et je voudrais qu'on donne une plus grande visibilité à des artistes de la région, puis qu'on sensibilise les gens, puis qu'on les amène à consommer de l'art encore plus, surtout en ces temps difficiles pour les artistes. Viva la culture! Merci. Voilà. Monsieur le Premier ministre? Ben moi, j'aimerais faire réaliser aux gens qu'être Premier ministre, c'est pas une job facile, puis tout le monde te chiale dessus tout le temps, peu importe. C'est une job pas évidente et tu es soumis à beaucoup de pression de partout. Moi, comme Premier ministre, j'aimerais ça, je dis ça là, mais être capable d'aller au-delà des pressions et réellement changer les choses, quitte à être impopulaire, mais à prendre des décisions morales, à réussir à être indépendant face à la grande entreprise. Vous savez, une entreprise transnationale qui arrive et qui dit « Si tu me donnes pas ça, ben je m'en vais ». Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les gouvernements? Ils font ce qu'ils peuvent. Et là, il faut qu'ils gèrent l'environnement. Et j'aimerais ça être un premier ministre dans la nuance, donc pas être dans la polarisation, pas être capable d'être à l'écoute des gens. Je trouve que le plus grand tort en ce moment du 21e siècle, c'est l'extrême polarisation et le manque de nuance sur absolument tout. Il faut comme toujours avoir un point de vue radical rapidement. Je n'en peux plus. Merci, Monsieur le Premier ministre. Donc, au parti politique Électron Libre, Électron Libre signifie d'être un libre penseur, de penser autrement, d'avoir le courage de prendre des décisions politiques qui amènent des changements. Donc, au niveau de l'éducation, chez nous, je vous fais un rappel de la dernière chronique. Michael Fonnen, en Ontario, grande réforme en éducation. On a basé ça sur le leadership, ramené à l'essentiel avec le principe de subsidiarité, c'est-à-dire la plus petite
Entité. On se base sur des pratiques probantes. John Hattie, grand chercheur, 900 analyses combinées. On a déterminé 150 facteurs de réussite qu'on a évalués. On a sorti qu'est-ce qui fonctionne, comment les jeunes apprennent, quels sont les défis de notre gouvernement. Dans les 4 prochaines années, ce que nous allons faire en éducation, premièrement, la transition primaire. Secondaire. On a beaucoup mis d'efforts sur la maternelle vers le collège, beaucoup vers le secondaire, vers le cégep, l'université, les FP, FGA, etc. On va travailler primaire, secondaire. On travaille pas de la même manière, on n'apprend pas de la même manière. Il faut se parler et il faut faire une transition plus harmonieuse. Deuxièmement, les milieux défavorisés. Je le sais, je suis directeur d'école dans un milieu défavorisé. On a vécu très difficilement le retour après la pandémie, où le tissu social ne s'était pas effrité, il s'était détruit, où on avait des familles dans le besoin, où on a fallu faire manger des enfants. J'ai jamais fait autant de signalements à la DPJ d'histoires d'horreur qui se sont déroulées dans les milieux défavorisés. La pénurie de main-d'œuvre. Oh, c'est beau dire on n'a plus d'éducatrices, on manque d'orthopédagogues, on prend des humoristes pour enseigner au secondaire. La pénurie de main-d'œuvre, c'est pas en parlant négativement de l'éducation. Revalorisons l'éducation, parlons positivement de ce qui se fait. C'est le fun d'être prof, c'est le fun d'être éducatrice spécialisée, être cuisinière dans une polyvalente. Il faut valoriser le milieu de l'éducation. Miser sur les pratiques probantes, je l'ai nommé tout à l'heure. On le sait ce qui marche, on le sait ce qui marche pas. Changeons-le! Arrêtons de se dire « Ouais, mais on a toujours fait comme ça. L'histoire du jambon coupé par les 2 bouts, c'est assez! » Miser sur les pratiques probantes, entre autres, je ramène sur une chose, la réponse à l'intervention. C'est-à-dire que dans un groupe de 25 élèves, tu as 80% de la clientèle qui fonctionne adéquatement, pas de problème, tu as un 15% qui a besoin de soutien, mais c'est du soutien en classe lié avec les apprentissages en classe, et le 5% des élèves ont besoin d'une intervention spécifique. Arrêtez de me dire en 2e année, il faut sortir les enfants de la classe, le rentrer dans le local avec une orthopédagogue puis le ramener quand il va être guéri. Ça marche pas comme ça. Il faut faire des liens significatifs avec les enseignements en classe. 7 minutes 20. Check-moi bien, on va réussir. Le virage numérique, on a acheté des milliers d'ordinateurs. On a pris un virage 10 fois plus rapidement que ce qu'on aurait pensé prendre avec cette histoire de pandémie-là. Maintenant qu'on a des milliers de portables et de tablettes qui sont sur les bureaux, ce que les enfants du secondaire ont à leur disposition, il faut prendre le virage numérique, s'adapter. On était 10 ans en retard, il faut rattraper le retard. Subsidiarité, la plus petite entité possible pour prendre la décision. J'ai déjà fait une chronique là-dessus, je m'en rappelle. Les jeunes au régulier au secondaire. Malheureusement, on a tellement valorisé les programmes environnement Roberval, le PEI de Saint-Félicien, la musique de Normandin, art-études du côté de Deschutes. C'est tout beau, ça. Les jeunes qui s'en vont au secondaire présentement puis qui disent à leurs amis « Ah, moi, je vais au régulier. T'as l'air d'un loser maintenant. » On a mis de côté les élèves qui sont que des élèves ordinaires, où on a mis la vie étudiante tellement belle parce qu'on veut s'arracher un bout de clientèle, 2-3 élèves de tel secteur. Ici, on le vit, mais en ville, c'est encore pire. L'approche développementale, ça fonctionne pas, avoir un cartable dans le bureau du directeur qui cumule les punitions, puis après la 3e, on va t'envoyer au centre ressources, puis sinon, je vais te renvoyer chez vous. C'est prouvé que ça marche pas. Faut arrêter de le faire. Faut arrêter de penser comme ça. Gordon Newfield, des études sur le développemental, comment intervenir à partir de ce que l'élève est. Ça marche. Je l'ai fait dans mon école à Saint-Eugène depuis 3 ans. Ça fonctionne. J'ai presque fini. Les classes spécialisées, ça prend une réflexion. C'est pas vrai qu'une classe spéciale, c'est le milieu adéquat pour tout le monde. Il faut que le bon service soit donné au bon élève. Oui, c'est vrai que dans une classe, un élève autiste, ça peut être dérangeant. Puis là, on pense à les autres élèves. Il y a lui, là, il demande tellement de services. On va le mettre dans une classe spéciale, donc on va sauvegarder le reste des élèves. Faites-moi pas pogner les nerfs avec une affirmation comme ça. C'est pas vrai qu'un de mes élèves va devenir un dommage collatéral. Pensons classe spéciale pour les élèves qui ont des besoins spécifiques. Et finalement, le leadership des leaders. Soyons des leaders, soyons des penseurs. Un petit nombre d'idées répétées, souvent ancrées dans la tête des gens pour que nos priorités au parti électron libre, au niveau de la culture, des décisions politiques courageuses et de l'éducation deviennent une réalité dans notre Québec. C'est tout. Merci, Francis. Ça me donne
le goût de... En t'écoutant, là, ça me donne le goût de parler de gingembre. Bon. D'ailleurs, c'est le sujet de ma chronique de cette semaine. Je vais parler de gingembre. Une épice, mais ça, c'est plus qu'une épice. C'est du bonbon, le gingembre. Moi, je me laverais avec le gingembre. Cette odeur-là, j'ai le goût de sentir ça toute ma vie, tellement ça sent bon du gingembre frais. Le gingembre a beaucoup de bienfaits et, cependant, a aussi des risques. C'est un antibiotique naturel, reconnu comme l'ail, comme l'oignon. Il faut en manger plus. En plus, ça donne le goût du ciel, tellement c'est bon. Premièrement, le gingembre, et c'est pas peu, Francis, ça va t'intéresser, ça soulage le ballonnement. Ben oui, tu souffres de ballonnement, siroter un petit thé au gingembre, mâcher un petit morceau de gingembre cru, et voilà, ça va vous passer les flatulences en 2 temps, 3 mouvements. Le ginger ale. Le ginger ale, c'est vrai. Le gingembre a aussi une vertu pour soulager la douleur. Hein? D'ailleurs, quand tu commences à avoir mal à la tête, il n'y a rien de mieux que de te prendre un petit peu de gingembre. Dès les premiers signes, tu te shootes au gingembre et là, tranquillement, tu n'as pas besoin de prendre des affaires chimiques. Là. Le gingembre va faire l'affaire. L'arthrite aussi, hein, quand même. Hein, mais c'est l'arthrite, ça fait mal. Là. Je ne sais pas, j'en ai pas, mais sûrement. Hein? C'est le monde qui n'arrête pas de dire « Ah, l'arthrite, ça fait mal. » Non, mais c'est là-dessus que je me base. Hein. On parle d'arthrose polyarthrite rhumatoïde. Hein? Donc, ces gens-là prennent aujourd'hui du gingembre à tous les jours pour s'aider. Ah oui. Ça prévient le cancer, le gingembre. Ben oui. Non, c'est ça. Ces gens-là, c'est... Ces gens-là. Ah, OK. C'est eux. OK. Hein, selon une étude, le gingembre a des propriétés anti-cancérigènes. D'ailleurs, si vous êtes enceinte, vous prenez beaucoup de gingembre, vous vous assurez que votre enfant ne soit pas du signe du cancer. Ça, c'était une blague. Non, ça l'élimine les cellules ovariennes cancéreuses. Mais c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, OK. c'est vrai. Mais il y a des risques. OK. Ça peut entraîner des complications à la grossesse. Donc, il faut faire attention au gingembre quand on est à la enceinte. grossesse? Oui. Consommation de gingembre et fausse couche, il y aurait un lien. Il faut faire attention. Bon, On pas est non plus le capoter. Là. On peut quand même te prendre un petit ginger ale sur le side. Là. Ben oui. Petite tisane avec un petit morceau. Tisane au gingembre. Hein? Donc, ça peut être intéressant. Autre risque du gingembre peut provoquer de l'inflammation buccale. Quand même épicé. Mais c'est fort, là. Oui, c'est fort. Oui. Fait que, si tu te manges chaud, il y a un morceau de gingembre à longueur de journée, ça se peut que tu aies des petits ulcères buccaux qui vont éclater dans ta bouche. Eh oui, c'est ça. Donc là, tu vas être obligé. Hein? Parce que, en fait, c'est expliqué, là, c'est des inconforts et de l'inflammation dans les cavités buccales. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Okay. Autre chose, mal au cœur, gingembre, number one. Ben oui. Hein, si tu as le mal des transports, essayez le gingembre. Pas des affaires, là, des gravoles au gingembre. Non. Direct du gingembre. Vous pouvez le peler, bien sûr. Hein, le râper. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, en fait, pour mettre ça dans l'eau chaude, dans des tisanes, dans des drinks. Du sirop de gingembre. Oui, dans tout le gingembre. La seule affaire, c'est quand tu en mets dans tout goûte le gingembre. À un moment donné, tu as le goût de manger d'autres choses, mais en général, si tu aimes le gingembre, c'est super. Si tu n'aimes pas le gingembre, ça devient compliqué. Pas rien que le manger pour les vertus médicinales. Non, mais il faut se le dire. Manger parce que t'aimes ça. Ben oui, il faut se le dire parce qu'il aime ça. C'est très efficace contre la scopolamine. Je sais pas c'est quoi. Ça abaisse... Je sais que tu aimes ça contrôler ton sucre. Hein? Je sais pas si tu sais que le gingembre, ça abaisse le taux de sucre sanguin. Ah ouais? Ah oui, ça révèle que la poudre de gingembre réduit le niveau de sucre dans le sang chez les personnes atteintes du diabète de type 2, entre autres. Donc, si tu surveilles ton taux de sucre, le gingembre peut te permettre, en fait, d'ajuster, en fait, ton taux de sucre. Autre risque du gingembre, cependant, il peut inhiber la coagulation du sang. Une étude australienne qui a démontré que le gingembre est un puissant anticoagulant plus efficace encore que l'aspirine. OK, fait que c'est quand même quelque chose qui va éclaircir ton sang. Oui, qui va éclaircir ton sang quand même si tu en manges beaucoup. Donc, moi, je connaissais une personne qui avait tellement peur d'avoir des caillots au cerveau qui mangeait des aspirines à tous les jours. J'ai dit, arrête ça, man! Du gingembre? Du gingembre! Puis là, il est venu avec plein de bobos dans la bouche. En tout cas, ça a été compliqué, son histoire. Donc, c'est ça. Si vous ne pouvez pas prendre de médicaments pour éclaircir votre sang, entre autres, ben là, pas de gingembre. Non, pas de gingembre. Si tu as déjà cette problématique-là. Oui. C'est ça, l'ostéoarthrose.
Je sais pas c'est quoi, mais ça aussi, ça peut vous aider. Hein? On en a déjà parlé. Et donc, si vous voulez prendre des suppléments de gingembre, consultez votre médecin. Mais sinon, vous pouvez juste en saupoudrer un peu partout dans tout ce que vous mangez. Un repas de gingembre. Un midi, tu mets du gingembre un peu dans tes nouilles. Le soir, hein, le lendemain, tu mets ça dans tes céréales. Ou peu importe. Donc, dépendamment à quelle heure vous mangez vos céréales. Là-dessus, je vais arrêter de dire n'importe quoi. Même si tout ce que j'ai dit est vrai, même si je ne contrôlais pas tout à fait le débat, je vais maintenant laisser la parole à Mélanie qui va nous parler de relations toxiques, un peu ce que je suis pour elle. Pas du tout, c'est pas vrai, ça. Pendant la pandémie, hein, on a été contraints de devoir plus voir les gens qu'on aime, de faire du télétravail. Est-ce que vous, ça vous a procuré une espèce de « Ah, mon Dieu, je me rends compte que ça me stressait au travail d'être dans le monde, hein, que cette personne-là, finalement, elle m'énerve, je l'aime pas ou je suis pas bien, tu sais. » Vous êtes-vous rendu compte? C'est plus le contraire qui est arrivé. Les gens me manquaient beaucoup plus aussi. Mais c'était quand même un moment où on pouvait prendre le temps de se rendre compte, tu sais, si vous êtes chez vous, vous dites « Mon Dieu, que je suis bien », c'est que peut-être qu'au travail, peut-être que vos relations sont peut-être plus toxiques au niveau du travail, au niveau amoureux aussi. Ça peut être ça aussi, la pandémie a forcé beaucoup plus, puis là c'est pas une joke, mais il y a eu beaucoup plus de violence conjugale pendant le confinement. Ça, c'est d'une tristesse. Mais j'avais cette réflexion-là. Moi, je m'entends très bien avec mon épouse. Oui, moi aussi. Mais une chance, parce que c'est pas facile tous les jours d'être tout le temps ensemble. Ça peut être très, très compliqué. Ouais. Puis au contraire, il peut y avoir des personnes qui, justement, étaient contentes de faire du télétravail parce qu'il y avait des relations toxiques au boulot. Fait que ça, c'est le temps, là, de prendre conscience de, mon Dieu, est-ce que j'ai des gens autour de moi que je ne veux plus voir et qu'il faut que j'arrête de voir. Donc, je pense que c'est un bon moment d'en prendre conscience. Hélène Monet, qui est psychopraticienne intégrative, rappelle d'emblée que le terme toxique, ça s'applique plus à une substance qui est nocive pour l'organisme. Elle suggère plutôt un terme qui est elle trouve pas adéquat ce terme-là. Elle va dire, elle, que c'est une personne qui est pathogène. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on est deux, ou plus. C'est plus nos caractères, nos diverses personnalités, nos attentes, nos besoins qui vont faire qu'on va moins bien s'entendre avec quelqu'un plutôt qu'une autre. Par exemple, tu sais, combien de fois que c'est arrivé qu'on dise à quelqu'un « Ah, moi, cette personne-là, j'ai tellement de la misère, ça me stresse. À chaque fois que je la vois, j'ai l'impression qu'il faut que je sois hyper performante. » Puis l'autre personne va dire « Ah non, moi, ça va, je m'entends super bien avec elle. Tu sais, donc, c'est pas nécessaire. Il y en a des personnes toxiques, profondément toxiques, qui sont mesquines ou narcissiques ou méchantes. Tu parlais d'individualisme ou d'égoïsme, personnes très égocentriques, je les emmerde. Mais, mais sinon, parfois, ce qu'il faut, la première chose à faire, c'est de se questionner. Est-ce que c'est ma personnalité qui entre en conflit? Est-ce que moi, je suis extravagante, je parle beaucoup? Il y en a que ça peut taper ses nerfs. Je suis désolée si c'est le cas. Non, mais c'est vrai, hein? Bon. Puis moi, à un moment donné, c'est ça, j'avais eu une discussion avec ma coloc que j'adore quand j'étais à l'université, où elle disait « Moi, j'aimerais ça être comme toi. Puis ça me fait chier que tu sois comme ça. Puis des fois, ça me choque, tu sais. Puis j'étais comme « mais mon Dieu, t'as peu. » Puis à un moment donné, je disais « moi, j'aimerais ça être comme toi à bien d'autres niveaux. » Fait que ce qui nous faisait chier l'une de l'autre, on l'a pris, puis on a fait du beau avec ça. C'est ça qui est devenu le fun après ça. C'est d'apprendre à se connaître, puis d'introspecter, à savoir qu'est-ce que je fais pour que ce soit toxique pour l'autre. Est-ce que de se questionner, ça fait du bien aussi des fois? Est-ce que vous vous questionnez des fois à savoir si vous avez des comportements qui peuvent déranger les gens ou qui peuvent... Ben moi, j'ai eu des grosses réflexions dans ma vie sur des comportements passés. Okay. Quand la mode de l'intimidation est arrivée, j'ai réalisé que moi, j'ai clairement été un intimidateur quand j'étais au primaire, au secondaire. Donc, tu étais une personne toxique pour certaines personnes. Mais je pense, Francis peut dire que quand tu étais mon ami, j'étais le Nick Plus Ultra des amis, par exemple. J'étais tout le temps disponible, à l'écoute, tout le temps prêt à faire des affaires, etc. Puis même chose quand est arrivé le mouvement MeToo, culture du viol, j'ai eu à réfléchir puis à faire, attends, là, moi, durant mon secondaire, j'ai fait partie de ça. De cette culture-là, de cette culture-là, mais tu sais, on était élevés comme ça, c'était une autre époque, je veux pas m'en défendre, je lève la main, je dis coupable. Mais maintenant, en fait, en ayant réflexion sur mes agissements passés, ça fait qu'aujourd'hui, ben moi, dans mes cours de politique au cégep, j'enseigne le féminisme, l'écoféminisme. Oui. Puis je pense que ces femmes-là, ce qu'ils veulent entendre, c'est oui, j'ai été comme ça, mais je suis prêt
à en tout cas, m'excuser, à faire ce qu'il faut pour... Puis à l'époque où je l'étais, Oui. je le réalisais pas, là. Non, c'est ça. Aujourd'hui, parce que j'ai réfléchi sur mes actions. C'est ça. Mais c'est un peu ça aussi que je donne comme exemple quand je parle de personnes toxiques. Tu sais, on a tous un jour été la personne toxique de quelqu'un. Toi, Francis, t'as-tu des fois eu cette culpabilité-là de dire « Mon Dieu, j'ai peut-être fait subir quelque chose de pas le fun à une personne? » Ben, on avait eu la jase avec Pierre. Moi, j'avoue, j'allais moins loin que lui dans ma réflexion, ou peut-être par naïveté, mais je pense que c'est un travail que j'ai fait sur ma personne. Puis je suis capable de dire, par exemple, dans certaines situations où j'ai pas été correct. Je suis capable de dire... C'est ça. Parce que c'est pas dans l'extrême nécessairement. Juste quelqu'un, un boss qui, par exemple... Bon, moi, par exemple, je suis quelqu'un de hyper exigeante envers moi-même pour un travail. Mais pour moi, tu sais, par rapport à moi-même. Puis je pense que je suis quelqu'un qui n'exige pas assez des autres, sauf que ça me vient que ça finit par me générer du stress. Oui, parce que toi, il faut que t'en fasses plus. Faut que j'en fasse plus. Fait que là, je vais compenser, puis là, je vais me brûler au boulot plutôt que de déléguer puis de dire « Hey, tu pourrais-tu donner un petit coup de plus pour m'aider? Ah, je voudrais pas trop y en imposer, mais moi, je... » Tu sais, fait que des fois, c'est pas d'être toxique, gravement toxique pour quelqu'un. Il y en a qui le sont. On a parlé de, bon, justement, du mouvement MeToo, du mouvement de dénonciation. Ça, c'est hyper... On parle pas de ça. Mais à petite échelle, tu me génères du stress au travail parce que tu as une personnalité qui est hyper exigeante ou moi, totalement le contraire, quelqu'un qui s'en fout, là. Ah, on va faire ça tantôt. Ah, stresse pas avec ça. Moi, ça, là, c'est hyper toxique pour moi parce que je dis, mais là, on va manquer de temps, puis on n'aura pas le temps, puis tout ça. Puis ça peut devenir toxique pour l'autre quand pour un, c'est juste, ah, moi, cette personne-là me fait du bien, c'est mollo. Avec, tu sais, mon chum, lui, ça va lui faire du bien. Ah, c'est mollo, c'est le fun, tu sais, il est comme ça. Donc, des fois, c'est pas qu'on veut être méchant, c'est pas qu'on veut être toxique, mais c'est de se poser la question, des fois, juste pendant cette pandémie-là, de dire, est-ce que je peux juste se questionner, est-ce que je suis toxique avec ma blonde, mon chum? Est-ce que je peux, pas tout le temps, mais par moment, tu sais, quand j'agis comme ça avec elle, je me rends compte à chaque fois être triste ou ça a l'air de faire de la peine. Pourquoi? Tu sais, juste se questionner, ça va faire de vos relations que vous allez être au courant de vos émotions, vous allez être capable de le nommer à votre partenaire, à votre ami, à votre collègue. Et tout le monde va être plus heureux quand ils vont revenir ensemble pour être capable de se regrouper, puis cette pandémie-là va être finie, ça va être le fun. Et en vieillissant, on choisit les personnes. Je veux dire, on n'essaie pas de changer les gens autour de nous pour les personnalités. Pendant longtemps, on le faisait quand on était plus jeune, ado, tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, on fait des choix en conséquence. Oui, puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, il faut être capable d'avoir l'humilité aussi de se dire, cette personne-là, je ne peux juste plus la voir. Je peux plus la voir. Oui, mais il y a des fois, il y a des liens. Moi, je sais qu'il y a des gens que je connais depuis longtemps qu'aujourd'hui, si je les rencontrais, je pourrais pas être ami avec eux parce que nos valeurs sont très changées. Mais le passé est quand même garant de souvenirs communs qui fait que j'ai toujours beaucoup de plaisir à les voir. Moi, j'ai des amis des amis d'enfance que j'étais tellement proche. Aujourd'hui, nos vies, nos contextes, nos histoires nous ont séparés. Puis je pourrais plus les avoir à tous les jours dans ma vie avec moi. Tu sais, je voudrais plus les voir. Mais c'est ça, la nostalgie, les beaux moments qu'on a eus ensemble nous rassemblent, tu sais, puis nous rend heureux de se voir une fois de temps en temps. Ouais. Et je pourrais plus, c'est ça. Régulièrement, je suis d'accord. Régulièrement, tu sais, il faut être capable, faut avoir cette humilité-là de se dire, des fois, ça fait de la peine aux gens, mais tu sais, de dire, hey, je veux juste être désagréable avec toi si je te vois trop souvent, tu sais, fait que je suis mieux de couper un peu les ponts, tu sais. Merci Mélanie, c'était très instructif, en tout cas plus que ma chronique sur le gingembre. Oh, avant de se quitter, j'aimerais rappeler qu'on est au salon étudiant de la polyvalente Jean d'Olbeau, un endroit superbe qui a changé beaucoup depuis que je suis venu à l'école ici. Pour terminer, je vais vous faire un petit topo en fait de personnages historiques qui ont vécu à la même époque mais qu'on réalise pas. Ben, je sais pas si c'est le fun, mais c'est ça. Si on parle, mettons, je vous dis que Molière et Isaac Newton. Dans vos têtes, vous les placez sûrement à des époques différentes. Ouais. Pourtant, ils ont que 20 ans d'écart. C'est fou, hein? C'est fou, là. J'aurais reculé. Oui, c'est ça. Exactement, exactement. Benjamin Franklin, lui, avait 20 ans quand Newton est mort. Fait que, tu sais, là, on est encore dans les mêmes époques. Mais moi, ceux-là, je les mettais plus dans la même époque. Okay. William Shakespeare et Pocahontas ont 1 an d'écart. Ah, ouais. Ah! Non, hein, c'est intéressant, c'est intéressant. Vlad Tepes, qui est à l'origine de Dracula, le Vlad l'Empaleur, est né l'année de la mort de Jeanne d'Arc.
Ben, Oui, c'est ça, là. On met, Non, mais c'est pour ça qu'on s'aperçoit des fois que dans l'espace-temps, tu sais, on place des choses, mais on les place pas on les place toujours par rapport à où on est aujourd'hui et non pas avec d'autres périodes. C'est intéressant, c'est intéressant. Léonard de Vinci et Christophe Colomb, ben oui. 1 an d'écart. Ben oui. Ben oui. Ben oui, c'est logique quand tu C'est y super penses. logique quand on le pense. Sauf qu'on ne fait jamais ces associations-là. J'en ai des belles. Richard Cœur de Lion et Gengis Khan, 1 an d'écart. Un grand conquérant, hein? Un en Mongolie, l'autre en Grande-Bretagne. Oui. Celle-là, je l'adore. OK? Quel est le point commun entre la reine Élisabeth II et Marilyn Monroe? Ils sont tous les deux nés en 1926, donc ils ont le même âge. Mais ça ne nous rentre pas dans la tête, parce que Marilyn Monroe est morte à 36 ans, donc on a toujours une image d'elle jolie, etc. Tandis que la reine d'Angleterre, quand on y pense aujourd'hui, ben, c'est une vieille madame, là, hein? Faut le dire, à 94 ans. T'as quand même dit jolie pour qualifier, puis là, on fait tout de suite le... Vieille madame. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Une jolie vieille madame, ça se peut Jolie aussi. vieille dame. Ouais. Napoléon Bonaparte et Ludwig van Beethoven ont aussi 1 an d'écart. Ah, ouais. Oui, quand même. Vraiment drôle. Oui. Mais mon préféré, 2 personnalités importantes, Abraham Lincoln et Charles Darwin sont tous deux nés le 12 février 1809. Et même date, Même date. tout. On n'a pas l'heure, mais... Pas l'heure, mais pas loin. Même journée. Lincoln de Darwin. Oui, donc quand même des gens importants qui sont exactement à la même date. C'est parce que, tu sais, des gens importants, il y en a de toutes les époques, mais plus le temps avance, plus il en ressort, puis il y en a qu'on oublie. Ces gens-là, on les connaît parce qu'ils ont été très, très importants, mais qui sont nés la même journée, ça me fait rire. C'est tout pour aujourd'hui. Hey, merci les amis. Merci à vous, cher public, de continuer de nous écouter et d'encourager nos balivernes. Merci, bonne semaine. Bye bye, à la semaine prochaine.